Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette petit entretien en fait dans le cadre du festival Le Monde d'après qui remplace le festival et le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras. Donc, nous sommes sur un, sur un salon du livre totalement dématérialisé. Et pour discuter aujourd'hui, on est avec Cédric Lepage de Culture et Liberté. Cédric aussi qui est conférencier gesticulant et qui a produit et qui diffuse aujourd'hui une conférence gesticulée qui s'appelle Capitalisme 2.0 ou comment on en est venu à acheter nos chaînes. Et je vais te laisser la parole, Cédric, pour te présenter. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, me présenter, j'ai presque envie d'envoyer les gens voir la conf, la conf gesticulée, parce que comme ça, ils sauront exactement qui je suis. Alors, je suis de métier pendant très longtemps technicien informatique. Et puis, j'ai croisé la formation d'adultes, et puis j'ai croisé l'éducation populaire. Et donc, aujourd'hui, je suis animateur de l'éducation populaire, surtout sur le champ de la formation, que ce soit construction, animation. Voilà. Donc, on va dire formateur dans le champ de l'éducation populaire, c'est-à-dire certainement pas spécialiste ou je sais pas quoi. Hein. L'éducation populaire, c'est on fait ensemble, on comprend, on réfléchit, on comprend et on avance ensemble. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je suis à Culture et Liberté, puisque c'est un mouvement d'éducation populaire. On est toute une série d'associations à travers la France, Pas-de-Calais, Lille. Je pense que la boîte Son Projet, vous connaissez un petit peu. Voilà, donc Oui, et bah, à ce moment-là, puisqu'on parlait de ta conférence gesticulée un petit peu, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler rapidement ce qu'est une conférence gesticulée et ce que toi tu traites dans la tienne? oui. Alors une conférence gesticulée, c'est un outil qui a une bonne dizaine d'années maintenant, même un peu plus. C'est un outil purement éducation populaire, dans le sens où c'est un outil qui permet à n'importe qui de prendre la parole et de s'exprimer sur un sujet donné. C'est-à-dire, ça va à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui dans les médias dans les grands médias, on va dire. C'est-à-dire qu'on fait venir un spécialiste et c'est lui qui a la parole divine. La conférence gesticulée, c'est l'inverse. C'est des gens qui ont un vécu. Par exemple, moi, j'ai été 25 ans technicien informatique. Et ben, je me permets de parler de la technique informatique et de ce que j'en ai compris. Et surtout, c'est un outil politique. C'est-à-dire que c'est une lecture, on peut dire que c'est une analyse de vie politisée. C'est-à-dire, on explique ce qu'on a compris des aliénations, des dominations et de ce qu'on a vécu et de comment on essaye de s'en sortir. Donc, c'est un magnifique outil qui peut être à disposition de tous les militants, toutes les associations, les syndicats. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un très bel outil. Et il y en a aujourd'hui plus de 500, je crois, en France, des conférences gesticulées sur tous les sujets. Et ça parle aux gens parce que c'est quelqu'un de la rue, c'est comme on dit l'homme de la rue qui parle à d'autres hommes de la rue ou d'autres femmes de la rue, bien sûr. Donc voilà. Donc la mienne porte sur la technique, le numérique, la numérisation du monde et surtout comment ça s'est mis en place. Parce que j'ai estimé que plutôt que de démarrer dans le vif du sujet, c'était pas mal d'expliquer aux gens comment ça s'était mis en place parce que c'est allé très vite finalement. Hein, ça a commencé je fais à la hache. Là, il y a toujours des gens qui me diront oh là là, non, c'est pas bon les dates et tout. Et c'est pour aller assez vite. Je vais pas refaire là maintenant tout le contenu, mais ça s'est développé en une quarantaine d'années dans le grand public. Or, en 40 ans, ça a totalement changé nos usages. Ça a changé ce qu'on vit, ce qu'on nous fait vivre, ce qu'on a envie de vivre ou pas, et la façon dont on le vit. Et aujourd'hui, cette technologie, elle modifie le monde en temps réel. Elle modifie le monde dans lequel on est, sans qu'on s'en rende forcément compte. Alors aujourd'hui, dans cette période de confinement, je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. On peut se poser des questions sur l'école à distance, sur le travail à distance, sur toutes ces choses-là. J'espère que ça commence à interroger pleinement les gens. Oui, bah justement, c'est un peu, en tout cas, moi, c'est après avoir vu plusieurs fois donc, ta conférence, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant, qui était de dire, en fait, quand tu disais que l'outil numérique, en fait, était en train de se substituer à des dimensions assez basiques de notre quotidien, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Et là, justement, dans la période de confinement qu'on voit, en fait, il y a eu,
de plusieurs endroits, en fait, on a l'impression qu'il y a une espèce d'accélération, en fait, en tout cas, de cette substitution d'outils numériques, de gestes basiques. En fait, on parlait de le remplacement du lien social et de la sociabilité par des apéros Skype ou par des apéros Zoom, etc. Le passage à l'ultra dématérialisation aussi de l'accès aux droits, etc. Et donc avec presque une nouvelle culture en fait de nos sociabilisations en temps de confinement, avec une nouvelle forme d'aliénation, avec peut-être presque des injonctions en fait à, euh, à avoir un usage numérique de nos rapports sociaux. Euh, Toi, qu'est-ce que pour toi, enfin, qu'est-ce que ça dit un peu cette période en fait où en fait on a totalement numérisé et dématérialisé nos rapports sociaux? Alors, j'ose espérer que non quand même. Euh, alors, si j'ai bien compris, là, cette petite vidéo, c'est un teaser. C'est pour que les gens aient envie de venir écouter la table ronde et éventuellement d'aller écouter des conférences. Donc, je ne vais pas en dire trop. Mais euh, il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que, d'abord, je ne suis pas contre l'outil. Je le rappelle régulièrement parce que c'est mon outil, ça l'a été et ça l'est toujours. Je ne suis pas contre l'outil, je suis contre l'utilisation insensée de cet outil. Euh, ça, il y a d'une part des choses qu'on nous impose, d'autre part des choses qu'on va utiliser presque naturellement parce que cet outil il s'est imposé parce qu'en fait il est très riche, il nous permet de faire plein de choses. Il nous permet de faire des choses, il nous permet à d'autres personnes de faire des choses à notre insu, et il permet de récupérer des données qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, des données sur nous, des données qu'on n'a pas forcément envie de voir circuler. Et c'est une culture qui s'est installée, effectivement. De la même façon que quand le livre est sorti, hein, quand Gutenberg a eu la bonne idée d'imprimer la Bible pour pas se faire brûler vif, ça a été un choc, le livre, et la révolution informatique, c'est un choc. C'est un véritable choc. Maintenant, ça reste un outil. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça devienne l'alpha et l'oméga de tout. Il ne faut pas que ça soit le but. C'est un moyen, ce n'est pas un but. Est-ce que l'école doit intégralement devenir numérique? J'en sais rien. J'ai des idées, mais je ne pense pas d'ailleurs. Je pense que ce serait une aberration. On est des êtres sociaux, on a besoin du groupe. Donc, par exemple, pour reprendre la socialisation, la virtualisation, la numérisation sociale que l'on vit aujourd'hui à cause du confinement, c'est quelque chose qui me paraît très important puisque une des expressions qu'on entend le plus toute la journée et qui, moi, me met des boutons, c'est la distanciation sociale. Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes des êtres sociaux, nous avons progressé, nous continuons de progresser parce que nous échangeons entre nous. Il ne faut surtout pas de distanciation sociale. Je veux bien une distanciation physique parce qu'il y a un virus qui est très contagieux, etc. Donc, il faut que physiquement, on se tienne loin. Et il faut que socialement, on soit hyper proche. Faut pas, la distanciation sociale, c'est une aberration. Enfin, c'est un terme, je ne comprends même pas qu'il soit relayé par les médias. Ou plutôt si, j'ai peur de comprendre pourquoi il est relayé par les médias qui servent le pouvoir. Euh, donc, justement, cette numérisation, est-ce qu'elle nous rapproche ou est-ce qu'elle nous éloigne? Quand une grand-mère ou un grand-père peut voir ses petits-enfants en vidéo, alors que normalement ça lui aurait pris des heures de train et que là il ne peut pas bouger, etc., c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas que ça devienne la seule chose, il ne faut pas que ça devienne la fin en soi. C'est-à-dire que c'est un outil, ok, très bien. Et dans une période telle que celle-ci, bah, c'est un outil dont on doit se servir parce que ça nous permet effectivement de nous voir, d'être en contact. Ah bah tiens, je vois quelqu'un, ça me fait du bien, je ne suis pas tout seul dans mon bureau. Mais voilà, il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. Je ne sais pas si je suis très clair. Bon, j'ai l'impression, en tout cas, enfin moi j'ai l'impression que c'est oui, c'est compréhensible. En tout cas, enfin utiliser l'outil, enfin voilà, comme un outil et pas comme une fin en soi. Ouais. Et donc ça suppose donc de pouvoir au moins le penser, le réfléchir et chercher à comprendre pourquoi on utilise cet outil ou pas. C'est notamment quelque chose qui est peut-être qu'on a pu un peu voir, c'est en fait dans la période en fait il y a eu donc une espèce aussi de comment on peut appeler ça quoi, de mise sous vide de la dimension politique en fait qu'on était en train de vivre, etc. Et pas mal d'organisations, en tout cas, ont eu le réflexe militant de dire on va mettre en place des outils numériques pour continuer à se mobiliser, pour avoir une organisation politique, d'entraide, etc., qui nous permettent de continuer à agir. Mais voilà, c'est juste une action par des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être quelque chose d'intéressant, en tout cas, d'avoir un réel
peut-être militantisme politique qui se joue numériquement? Alors, il ne faut pas confondre organiser et militer. D'accord? Donc, cet outil, c'est un outil qui permet la circulation de l'information, qui permet des choses auxquelles on n'aurait pas pensé il y a un siècle, en termes de rapidité de circulation d'information. On a vu le printemps arabe, on a vu plein de choses. Cet outil a permis, un, de faire circuler de l'info, et deux, de dire aux gens, si vous voulez vous mobiliser, si vous voulez vous retrouver à tel endroit, tel jour, à telle heure, voilà, faites-le, c'est possible. Donc cet outil, il sert à ça. Il ne sert pas à créer des militants et il ne sert pas à militer. Il sert à organiser comment on va militer et où on va militer. C'est ça la différence. Donc, il sert à s'organiser, il ne sert pas à militer. On ne devient pas militant parce qu'on est derrière sa caméra chez soi. Il va falloir à un moment ou à un autre aller faire des actions, rencontrer des gens, aller, je sais pas quoi, moi, tendre des pancartes, bouger des chaises. Enfin bref, il va falloir militer. Ce qui peut être problématique dans la période actuelle et après et avant même, avant qu'on y rentre avec cet outil, c'est que cette organisation, elle peut être plus ou moins surveillée en fonction des outils qu'on utilise. Vous imaginez bien qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont des intérêts et qu'il y a d'autres gens qui veulent militer avec des intérêts contraires et que certains sont plus puissants que d'autres, ben, ils peuvent être très intéressés à voir ce qui se passe, comment les gens veulent s'organiser, qu'est-ce qu'ils prévoient. Et cet outil est un outil, malheureusement, s'il n'est pas utilisé, si on ne crypte pas, s'il n'est pas utilisé avec toutes les sécurités nécessaires, eh ben, on va donner tout un tas d'informations au pouvoir, aux gens qui ont le pouvoir et qui ont plus de facilité pour récupérer et pour analyser toutes ces informations. Donc, c'est un outil qui permet de s'organiser, qui permet d'organiser la militance, mais c'est un outil qui peut aussi laisser filtrer des informations, il ne faudrait peut-être pas qu'elle filtre. C'est un outil qui ne remplacera jamais le collectif et surtout le présentiel. Ça ne fait pas collectif, ce n'est pas parce qu'on est 12 en train dans une conversation téléphonique, dans une conférence téléphonique ou dans une conférence vidéo, c'est pas pour ça qu'on n'est pas en présentiel déjà. Il ne se passe pas du tout la même chose que dans une salle, hein, comme pour les formations, par exemple, les formations à distance, pour des points précis, ponctuels, techniques, pourquoi pas. Mais la majorité de ce qu'on apprend, on va l'apprendre à travers le groupe. Hein. Et de la même façon pour la militance. C'est-à-dire que de toute façon, ça va nous permettre de nous organiser, ça va nous permettre de faire circuler quelque chose, de réfléchir ensemble, pourquoi pas. Mais ça va jamais remplacer le vivant. Ça va jamais remplacer le fait de se retrouver vraiment, soit dans une rue, soit dans une pièce, soit dans une salle, etc. Voilà. Mais ça interroge beaucoup, ça pose beaucoup de questions, effectivement. Et donc, ouais, et pour la suite, à partir du moment en fait où les usages numériques ont quand même été un peu plus partagés, en tout cas plus manipulés par les gens, etc. Toi, qu'est-ce que tu souhaites sur le monde d'après, justement? Comment toi, tu vois la question de la mobilisation? Qu'est-ce que surtout peut-être la question serait peut-être de quoi est-ce que tu aurais peur que ce confinement ait changé en fait dans nos manières de se mobiliser, de s'organiser? Et qu'est-ce que toi tu souhaiterais qu'il puisse arriver? Alors, je vais faire un bond dans le temps. Je vais reculer un peu dans le temps en fait. On a l'impression aujourd'hui que c'est cet outil qui nous permet de nous organiser. Que sans cet outil, c'est mort. Moi, je suis un peu vieux maintenant, mais je me rappelle que quand j'étais gamin, hein, même quand j'étais ado, il n'y avait pas de téléphone, il y avait des cabines téléphoniques dans la rue. S'il y a des jeunes qui écoutent, ils vont tomber par terre, mais c'est pas possible. Si, il y avait des cabines téléphoniques dans la rue, puis on pouvait rentrer dans la cabine, puis appeler un numéro. Bref, on n'avait pas de portable, quoi, ça n'existait pas. Et ben le truc de dingue, c'est que sans portable, sans SMS, sans rien, on arrivait à s'organiser. On arrivait à se dire, bah tiens, à tel endroit, on va se retrouver, on va faire une boum, on va faire une fête, ou ce qu'on veut. Ça marchait très bien. Et ça marche toujours. Je veux dire, on a juste un outil qui nous permet d'aller plus vite, ouais, c'est vrai. Mais si on l'a pas, bah, c'est quoi le problème? On peut toujours s'organiser quand même, on peut toujours on a toujours un moyen de communiquer. Ça peut être plus ou moins long, mais on aura toujours un moyen de communiquer, de s'organiser et de se retrouver. Donc, encore une fois, c'est pas l'alpha et l'oméga, ce truc. C'est un outil qui est vraiment pratique, c'est vrai. Je ne dis pas qu'il n'est pas pratique, je m'en sers comme tout le monde.
Mais il faut juste se rappeler que voilà, s'il n'est pas là, c'est pas plus grave que ça, quoi. Ce que je dis dans ma conf à un moment, enfin je dis pas, je sais plus. Ma grand-mère, elle a vu arriver l'eau courante, l'électricité, le gaz de ville. Enfin, ma grand-mère était née en 1899, donc elle a vu arriver pas mal de choses dans sa province. Quand il y avait une panne d'électricité, ça la dérangeait pas plus que ça. Moi, ça m'arrêtait en fond, parce que j'avais toujours vécu avec l'électricité. Donc, ça va faire pareil avec les générations d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont toujours vécu avec le smartphone, presque. Euh, Ça va leur paraître bizarre de ne pas l'avoir, mais on sait très bien qu'on peut vivre sans, quoi. Donc, encore une fois, c'est un outil, très bien, on peut s'en servir. C'est pas, je ne compte pas sur cet outil pour le monde d'après. Je veux dire, il sera là comme les tournevis, comme n'importe quoi. Mais c'est pas ça qui va faire qu'il y aura un monde d'après. C'est le fait de comment on réfléchit à ce monde d'après, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, euh, qu'est-ce qu'on veut vivre. C'est ça le monde d'après. C'est pas avec quel téléphone je veux vivre dans le monde d'après. C'est surtout pas ça. C'est ce que certains aimeraient bien nous vendre, hein, évidemment. Mais, voilà. Ok, très bien. Merci Cédric, merci beaucoup. Et on se retrouve donc samedi à 14h30 à peu près sur la plateforme Le Monde d'après et donc en direct aussi sur Twitch et pas mal de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. pour commenter. Donc pour une table ronde avec donc toi, la Quadrature du Net, Arc en Belgique et Framasoft. Voilà. Super. Très bien. Merci beaucoup Cédric. Merci à tous et à bientôt, dans quelques jours. Soyez là.